Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Mais sérieusement, ça s'arrête là. Aujourd'hui nous voilà rassemblés pour parler du chapitre 934 de One Piece. C'est 934 qui veut dire 10 chapitres avant le 944. Et oui, on est lourd avec ça et on sera là toutes les semaines pour le répéter. 10 chapitres avant le 944. Mais avant rapidos, laissez-moi juste vous dire qu'en description de cette vidéo vous trouverez directement un lien pour notre événement de la Made in Asia édition tip top de la grosse bombe le 8, 9 et 10 mars où vous pourrez venir et gagner 1000 € de figurines. Le lien est dans la description de la vidéo tout de suite et n'hésitez pas à vous inscrire, voilà, pour vous dire si vous venez, vous serez présent, tout ça, c'est de la bombe, allez. Ce qui est hyper intéressant avec le chapitre 934, c'est qu'il est full information et peut-être un peu trop des fois, ça en devient peut-être indigeste et des lecteurs extérieurs de One Piece pourraient être vraiment repoussés par ça, par une masse d'informations, de trop de noms, trop d'informations, trop de lieux. On a quand même 6 groupes de personnages sur 6 lieux différents en 15 pages seulement. C'est énorme. On sait pas trop où Oda veut nous mener, vraiment. Il faut pouvoir un peu prendre toutes les histoires et les lier entre elles pour voir vraiment où est-ce que le mangaka veut nous emmener. Et vous inquiétez pas pour ça, donc eh ben, les reviews du Mon Corvo, on est un peu là pour ça. Première partie, tous les petits indices qui mènent à croire que le mystère de Zoro tire bien son origine de Wano Kuni. La seconde partie, ça va être sur l'équipage de Big Mom qui est hyper intéressant et surtout sur le nouveau personnage qui est Big Mom. Et la dernière partie qui est la prison avec Luffy et surtout Queen qui arrive et qui promet des choses très intéressantes. Mashallah. Forcément on commence avec My Boy, The Only One, Zoro. Forcément tout le reste est éclipsé alors qu'il y avait 15 pages. On a juste une petite case quand même, ça avec Zoro, bam. Ça suffit à me foutre la trique mais de fada. Oh, vous les fans de Zoro vous êtes vraiment relou, hein. On s'en bat les couilles, c'est incroyable parce que Oda peut-être qu'il est en train de troller les lecteurs. Est-ce qu'il est au courant? Parce que on le sait, hein, ça fait depuis le début de Whole Cake Island, ça va faire maintenant 3 ans qu'on se dit Sanji il a eu son temps, maintenant c'est au tour de Zoro. Kuni c'était ici de place to be pour Zoro. Et donc là aujourd'hui on nous dit mais Snatch, c'est chelou parce qu'en fait c'est un dialecte de Kuri. Et là comme ça Momonosuke il est en train de l'utiliser. Il fait Snatch. Mais attends mais d'où tu parles mal? Là-dessus on apprend que donc Snatch est un mot d'encouragement, hein, vraiment d'entraînement donné à Momonosuke par Zoro. Zoro s'entraîne avec ce mot, voilà, Snatch. Et on apprend ici que c'est un dialecte ancien de la ville de Kuri à Wano Kuni, que donc très peu de gens connaissent. Alors ce qui est très intéressant tout d'abord c'est que la boucle est bouclée, c'est vraiment la beauté de la chose, c'est à dire qu'on a du coup Momonosuke qui pense que c'est un cri qui vient de l'étranger, on nous dit que vraiment c'est les étrangers de la mer et tout ça qui utilisent ça pour se donner du courage, tandis que Zoro finalement l'aurait entendu venant de quelqu'un qui serait originaire de Wano Kuni. Et là, quand on est mangaka et que sur un chapitre aussi dense on consacre une page entière pour un cri, on a donc un Zoro qui en réalité a entendu ce mot sans savoir consciemment que ce mot venait de Wano Kuni. Et alors à ce moment là ce qu'il faut penser c'est qui lui a balancé ça. Beaucoup d'entre vous pensent que Kochiro, qui est en réalité du coup le maître du dojo de Zoro, qui l'a accueilli, serait originaire de Wano seulement. Ça a été totalement debunked dans le fait qu'au final c'est plutôt un local, vu que dans sa vivre carte on voyait qu'il était né dans la mer de son dojo, et qu'au final voilà, donc je pense pas qu'il soit né dans la mer de son dojo, qu'il ait vécu à Wano. En tout cas, c'est possible, oui, mais c'est possible que ses parents à lui viennent de Wano. C'est un langage qui est apparemment familier, qui est donc contraire en fait aux usages de la noblesse, qui est tout simplement la famille Kuzuki. Donc non, monsieur Momonosuke, tu te tais et tu parles bien. Et là-dessus, tu ne dis surtout pas Snatch. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que Zoro, forcément, on le connaît. Zoro, il a des origines, c'est démoniaque, c'est sombre et tout. Le personnage de Zoro, de base, il est pas gentil.
c'est pas un personnage gentil. La personne qui rend Zoro gentil, c'est Luffy. Si Zoro est seul, Zoro tue tout le monde. Mais vraiment, c'est une bête enragée, le monsieur. Alors voilà ce qui pourrait être sympa. Vous en avez discuté un peu avec nous et vous avez été nombreux à dire que Zoro, aujourd'hui, il a 21 ans. Et on sait très bien que l'incident de la famille Kuzuki et tout, et la prise de pouvoir du shogun, s'est déroulé il y a 20 ans. Alors voilà, un petit bébé, Zoro, comme ça, à la prince d'Égypte, comme ça, mis dans une petite barque en mode vas-y, mon fils, et abandonné. Voilà, un petit bébé Zoro qui aurait entendu pendant un an le snatch, entendre un peu les yakuza s'entraîner, un mot comme ça, voilà, et vraiment retenir ça. Et c'est pour ça que Zoro, on connaît pas ses parents, on sait qu'il était orphelin, on sait que quand il a rencontré Kuina, son dojo et tout, il n'avait pas de parents, il n'avait pas de famille. Et donc, est-ce que ce petit bébé n'aurait pas dérivé jusqu'à East Blue? Mais voilà. Et de toute manière, on voit vraiment que c'est un orphelin qui semble... En fait, le personnage de Zoro, il tire son essence vraiment du fait qu'il a été accueilli dans un dojo et que l'esprit japonais s'y retrouve. En gros, que du coup, tu vas te consacrer à l'art du sabre. L'esprit démoniaque qui ressort de Zoro, qui est extrêmement important, qui détonne beaucoup chez les Mugiwara. Ses attaques, tout ça, c'est des divinités tout le temps connotées comme démoniaques, avec Ashura. Et je pense que du coup, ce qui est important à noter ici, c'est que étant donné que Snatch est utilisé de manière un petit peu interdite, c'est vulgaire et c'est pas quelque chose que la noblesse doit utiliser, on pense que du coup ça peut être les Yakuza. Et alors on sait que de toute manière Oden à l'époque a pris beaucoup de personnes d'horizons différents, elle a fait oh là 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 là, il les a tous fracassés. Et parmi tout ça on peut très bien avoir une sorte de famille, une branche Yakuza style avec Roronoa dit Padre là, le père de Zoro qui ok Oden Kuzuki je te suivrai, prise de pouvoir. Waouh, j'envoie le petit Zoro comme ça à la mer. On a un Zoro qui est très démoniaque, hein. Faut pas oublier les Kitetsu. Normalement c'est les Kitetsu qui te rendent fou et qui te font te suicider. Lui Zoro il a pris les Kitetsu comme ça, il a fait tiens là, clé de bras au sabre comme ça. Après voilà forcément hein, ça peut être un peu chiant parce que c'est waouh c'est tout le temps pareil et tout. On a vu passer de Sanji il s'est cassé, il a été au Baratie, c'est exactement la même histoire, ça ferait un peu chier. Je comprends que ça ferait un peu chier, surtout que ça ferait Zoro à son destin tout tracé. Le mec ok en fait il était censé arriver là, il était trop fort et tout. C'est pour ça que Ryuma il a vu en lui le Sushui et tout, tiens prends l'héritage de mon pays. Trop facile mais hyper intéressant aussi parce que Nick c'est mort. Ce serait très beau que Zoro vienne de ce pays là, comme ce serait très beau aussi qu'il ne le soit pas. Donc aujourd'hui mystère encore, très bien. Je pense qu'Oden il est très fort et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et le truc qui peut un petit peu déranger les fans je pense, hein, moi c'est mon avis personnel, mais je pense parler pour beaucoup, c'est le fait de démystifier en fait, ou plutôt rationaliser les apports comiques du manga. C'est à dire que par exemple on avait un Sanji qui explique pourquoi en fait les médalines et tout ça de la Michuan, et bien c'est lié à ses relations avec sa mère. Et du coup ce serait bizarre, imaginons que les Mugiwara vont dans un village et qu'au final le mec il dit ouais je vais vous montrer la localisation, et qu'il commence à se perdre et que tout le monde dirait waouh, un trauma genre un bébé abandonné qui se perd et voilà. Voilà, Zoro se perd toute sa vie. Et aussi, on vous le rappelle que Zoro, c'est un loup solitaire. Son personnage, c'est un chasseur de primes. Et par cela, on entend que Wano Kuni, c'est des samouraïs. Et que les samouraïs qui sont déchus, c'est des ronins, ils ont pas de maître. Et l'idée même du ronin, de toute façon, ça a presque été validé par Eiichiro Oda. Cette théorie, c'est que le ronin, c'est Roronoa Zoro. C'est un samouraï qui n'a pas de maître, c'est un loup solitaire. Et le ronin, ce qu'il fait, c'est que comme il n'a pas de maître, il erre. Et du coup, il se perd. La contre-théorie ultime là-dessus serait que c'est Momonosuke qui a mal entendu le slash de Zoro qui est attribué à la fin de 90% des attaques de Zoro. Et ce qui est intéressant, c'est que il lui dit bien Snatch à la fin de tes coups. Et étant donné que slash ça intervient à la fin des coups de Zoro, peut-être qu'il a juste mal interprété. Seulement, on n'écrit pas toute une page comme ça pour troller et faire une fausse interprétation comme ça. Moi je vous rappellerai aussi un truc très important qu'il faut vraiment bien connaître pour le manga, c'est que Zoro est le meilleur personnage de ce manga. Mais on va continuer aujourd'hui avec maintenant le second secret de ce chapitre qui est dévoilé. C'est quand même, il y a 2 poneglyphes sur Wano, il y a 2 poneglyphes et c'est là où j'ai envie quand même de prendre une petite parenthèse. Je fais une petite parenthèse quand même parce que là-dessus ça me tient à cœur. Aujourd'hui, Eiichiro Oda ouvre énormément de portes. Mais vraiment, moi ça me fait penser un peu à Hunter x Hunter, la peur de à chaque fois de voir l'auteur ouvrir des portes et dire ouais mais tu vas jamais les finir bro. Comme je disais au début de la review, ce chapitre est vraiment plein d'informations et ça peut vraiment des fois être un peu désagréable. Et aujourd'hui, Oda il continue d'ouvrir, et pour la première fois autant, mais vraiment, il continue d'ouvrir autant de portes, c'est incroyable. Alors que le gars il arrive à la fin de son manga, je suis désolé, on peut pas le dire que c'est pas la fin, mais au bout d'un moment après 22 ans on touche quand même à la fin du manga, on le sent qu'il y a des empereurs dans tous les chapitres et tout, on touche à la fin et pourtant le gars n'arrête pas de nous présenter des personnages, d'ouvrir des mystères. Là il y a un poneglyphe, des noms et tout. L'arc de Wano Kuni risque d'être énorme et pour la première fois on a la preuve ici flagrante que Oda lui-même comprend que son arc commence à être extrêmement compliqué, c'est qu'il nous donne une map. Ça n'est jamais arrivé dans One Piece. Si peut-être c'est arrivé mais c'était présenté vraiment comme
comme un plan, ressort voilà, d'intrigue. un ressort. Voilà. Ici, c'est vraiment, je vous place une map parce que les personnages eux-mêmes ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils doivent aller. Et on voit que sur la map que maintenant, aujourd'hui, on peut placer les groupes comme ça. Et ça, dans l'animé, ils vont te le faire à tous les épisodes pour savoir vraiment où est-ce qu'on est. Mais là, pour la première fois, ça va être vraiment obligé dans le manga même. Et ça, c'est fou. On a un poneglyphe dans une chambre secrète. Quand est-ce qu'on va la voir, cette chambre secrète? On sait qu'on a un road poneglyph sur Onigashima. Quand est-ce qu'on va voir Onigashima? On a un mec dans une cellule, on sait pas qui c'est. On a un voleur sur les toits qui vole aux riches pour donner aux pauvres, on sait pas qui c'est. On a 2 fourreaux rouges encore, on se demande si c'est pas Denjiro ou si c'est pas le mec avec la coiffe et tout, qui en fait avec le Tengu et tout. On sait pas vraiment qui ils sont. C'est ouf, on a 6 groupes éparpillés sur 6 putains de lieux. On a Marco qui est censé arriver. L'arc, je vous le dis, dans 2 ans, on y est encore. Parlons un petit peu maintenant de ce masque de Tengu, hein, cet homme qui du coup était une sorte de maître armurier qui s'était occupé de Otama. Donc 2 énormes théories du turfu là-dessus, sur ce personnage. Soit c'est un fourreau rouge, dans le sens où je ne pense pas que ce soit Denjiro, mais plutôt l'autre fourreau rouge manquant à l'appel. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être lui? Déjà, il a une affinité avec Okiku, il s'est occupé d'Otama, Okiku sait qui c'est parce qu'il connaît son nom, mais le fait de connaître son nom évoque la possibilité du coup que ce ne soit pas un fourreau rouge, parce qu'autrement, et ben déjà il serait convoqué au combat, et en plus il dirait enfin mentionner son nom du coup d'armurier, de forgeron, qui n'est pas celui qui est de fourreau rouge, exactement comme Ashura Doji. Et bien, cela sous-entendrait que Okiku le connaissant, et bien lui dirait, voilà, fais tomber le masque, Batman, viens nous aider, genre casse-toi, tu vois, au bout d'un moment. Donc je pense plutôt qu'elle ne le connaît pas. Et qu'à ce moment-là, eh bien, c'était plutôt, je pense, une sorte de limite, le forgeron officiel de l'armée Kuzuki qui s'occupait de faire ça et tout ça. Seulement, voilà, je comprendrais que beaucoup puissent penser que ce soit un membre des Fourreaux Rouges et de la garde personnelle d'Oden, dans le sens où, eh bien, il s'est occupé de Otama, qui est un personnage qui semble vraiment central et qui fait un peu la future princesse, hein, et que avec Okiku qui lui a filé, et on pourrait bien voir un petit peu une sorte de Okiku qui serait que ce Tengu Boy en réalité est un Fourreau Rouge qui n'a plus tellement envie de se battre. Deuxième truc hyper intéressant, c'est comment le chapitre s'ouvre. C'est l'équipage quand même de Big Mom, ça y est. En quelques cases, on est replongé à Whole Cake Island, on est là en mode oh les couleurs et tout, ça y est, tu sais très bien que c'est du noir et blanc, mais pourtant les couleurs tu les vois. Là, tu fais oh c'est marrant. Dans cette famille, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et franchement, quand même, c'est hyper intéressant. Leur discussion est hyper cool. Comment Oda pose les choses ici, d'aller voir comment ils font une petite discussion d'héritage en mode ouais, non, mais ce sera ça. Bam, Katakuri est cité. Là où c'est très fort de la part d'Eiichiro Oda, c'est qu'on ne sait pas s'il a été totalement destitué ou si voilà, il s'est passé une couille en la mesure où le scénario évoqué par Peros et aussi Galette là, eh bien serait que cela se passe si Big Mom meurt. Parce que il faut pas oublier que Big Mom, on nous le rappelle en début de chapitre, avec des enfants qui, mais vraiment, qui sous-estiment leur mère, et une Smoothie qui a un petit peu l'esprit féminin et qui nous dit non mais la maman. Il faut pas oublier que Smoothie a la prime la plus élevée de l'équipage avant Katakuri. C'est la plus forte de tout Whole Cake Island avant Katakuri. Donc c'est elle la plus légitime en fait. Ici, là, sur les lieux, sur Wano Kuni, elle est monstrueuse. Elle a presque le milliard de berry elle aussi. Et quand on voit ce que Katakuri est capable de faire, je veux une Smoothie au top. Et donc c'est intéressant. Voilà, peut-être que Smoothie aura son heure de gloire dans Wano. Mais quand même, le truc le plus intéressant encore, c'est donc quand même, on a un incroyable équipage sur l'île. Mais genre vraiment un incroyable équipage. Ils sont très puissants. On les a vus à la Tea Party. Et donc eux aussi vont devoir intervenir quelque part dans l'arc. Quand je vous dis que Oda il ouvre des portes, c'est on les voit. Tu sais pas comment Oda il va vraiment mettre la place pour tout le monde. Et là, je pense que pour lui, c'est peut-être un exercice pour la toute fin du manga où il va réussir à intégrer tous les personnages. Parce que là, c'est peut-être vraiment le début de ça. Vraiment, la race. Putain, oh, ça me fout mal à la tête. Tellement il y aura de personnages dans cet arc. Mais c'est hyper intéressant. Et là-dessus, le personnage hyper intéressant, c'est Big Mom. C'est ce renouveau qui confirme totalement d'ailleurs notre théorie. Vraiment, de voir que Chopper est à côté et qu'elle kiffe toujours autant Chopper. Et que Chopper est vraiment, en fait, sa raison d'être là, en fait, ici. C'est qu'on sait très bien que c'est Chopper. Elle répond à Chopper. Elle parle à Chopper, elle demande à Chopper où est-ce qu'on va et tout, c'est lui qui donne les ordres en fait. Sur sa lancée, Big Mom s'en va vers Uden, la prison, du coup, voilà, parce que suite au message un petit peu sous-jacent de Chopper et ses compagnons qui veulent que Big Mom aille défoncer la prison pour sauver Luffy. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a des forces qui convergent, où on a une Big Mom qui pourrait prendre un King, une Queen, un Jack.
qui est intéressant avec cette prison, c'est qu'on a un Eustace Kid qui du coup s'est évadé. Et ce qui est intéressant, c'est que la méthode de l'évasion est connue des prisonniers et même des forces de la prison. Sauf que le lecteur lui ne sait pas. Et parce que du coup en plus ils sont en mode qui disent putain c'était méga cringe de la manière dont il s'est taillé. Il a toujours ses menottes et tout. Donc je pense que c'est vraiment un truc peut-être avec Caribou, peut-être un truc avec Luffy, tout ça. Et Luffy, bon voilà. On a également un truc très intéressant et que au final c'est vrai que quand j'y repense je suis en train de me dire mais what the fuck, bah ouais c'était sous nos yeux depuis le début. El Famoso vieux papy là qui fait oh j'avoue mes petits le truc à manger, et ben est full tatoué de partout en fait au final, et même sur le visage, et avoir des tatouages déjà sur le bras au Japon c'est oulala, tu mets une manche, si t'en as sur la gueule t'es un criminel, tu manges des hommes pour de vrai. Et là le mec il avait des tatouages de partout, c'était évident que c'était un yakuza, et donc cet homme là était en réalité du coup El Famoso Yakuza. Et là où c'est vraiment la folie les amis, là où c'est la folie, c'est qu'avec ce que vous avez entendu au début sur Zoro, qui sous-entendait que les Yakuza au début étaient peut-être des bonnes personnes qui étaient sous l'ordre d'Oden, et que ce mec là par exemple aurait pris un petit Zoro et l'a envoyé quand balader dans une autre mer quand il a compris que le shogun FDP arrivait, et bien peut-être que du coup ce gars-là, au final, oui, en effet, il était sous les ordres d'Oden et que c'était du bon Yakuza, puisque maintenant il est en prison. Donc est-ce que ça ne validerait pas tout ça? Mais le truc le plus important en fait concernant ce personnage, concernant ce petit papy fleuri, et c'est que quand même il reconnaît quelqu'un en Luffy. Vraiment, en mode oui s'il vous plaît, voilà, il me rappelle plein de bons souvenirs, et donc c'est peut-être que ce mec là, vu à son âge, a forcément connu ou Oden, ou Roger, ou les deux en fait. Moi je suis persuadé, et pourquoi ça? Parce que c'est très Jap en fait, c'est très Jap de mettre une vieille personne qui témoigne de ça. Et dans les fillers de One Piece, je sais pas si vous vous rappelez, et c'est très présent, c'est présent déjà deux fois. Le premier c'est à Locktown, qui n'est pas dans le manga, c'est quand Luffy il se balade comme ça, il va dans un bar, et là il y a un vieux qui est là en mode oh j'étais là quand Roger est venu dans mon bar et tu lui ressembles trop. Et le seconde fois c'est au Mont Corvo, carrément dans le flashback, où les enfants, le trio infernal là se baladent et tout, et rencontrent un papy qui dit avoir rencontré aussi Roger et tout. Ils sont là en mode waouh t'as rencontré Roger. En tout cas c'est un vieux papy qui est là et qui dit bah voilà wow. Et à la fin ça finit en mode oh, il me dit quelqu'un peut-être que la flamme est toujours allumée, tu vois. Enfin on va finir cette review en parlant d'un certain Scorpion. Donc vous avez été nombreux à nous évoquer le fait que il y avait donc un fruit du démon du Scorpion qui va du coup, qui menace El Famoso Papy Fleuri. Et le problème ici c'est que du coup c'est évident que c'est un Smile, parce qu'il va direct, il rentre dans la catégorie El Famoso, catégorie dégueulasse des fruits Smile de Kaido. C'est-à-dire que c'est un homme dégueulasse qui se veut Scorpion alors qu'il a rien de Scorpion si ce n'est 4 pattes cheloues et des cheveux pointus. Et ça rappelle quoi les cheveux pointus? Ça rappelle exactement la même coiffure de Queen. Donc à ce moment là peut-être que Queen pourrait posséder, à l'instar de Dragon Kaido et Dragon Monosuke qui est un Smile, et bien le véritable fruit du Scorpion. À ce moment là, et ce serait très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup on aurait un véritable Scorpion qui se pointerait dans la prison. Et que comme on sait que c'est le maître de torture, que c'est lui qui a fait pas mal de mal à Kid pour essayer de l'estroquer des informations et tout ça, et bien ici à ce moment là on pourrait avoir une sorte de séance de torture à coup de poison, servir de son fruit du démon, le Scorpion, pour faire ce qu'il fait de mieux ce personnage. Et seulement, et bien là où c'est fou, c'est qu'on avait fait une théorie très récemment qui est sortie sur le parallélisme à Wano, et avec Impel Down et tout ça, et le poison en prison, Luffy ça le connaît, et je vous rappelle qu'après la dose qu'il a pris, il lui en faudra énormément. On l'a vu avec Reiju, il est immunisé presque, enfin en tout cas le poison ne peut presque pas le tuer. Donc ce qui est quand même hyper intéressant, et nous de notre côté ça nous excite vraiment de ouf, c'est quand même de voir Queen, vraiment le Scorpion dans la prison avec le poison, si ça se déroule comme ça, qui crée donc un parallélisme entre aussi Big Mom contrôlé carrément par Chopper, devenu allié des Mugiwara, et ensuite aussi Napoléon qui ferme sa gueule et qui est donc peut-être lui aussi amnésique mais qui pourrait être l'élément déclencheur du retour de la mémoire de Big Mom ou quoi. Et toutes nos théories se confirment en fait, et je trouve ça hyper intéressant, chouette, parce que voilà, nous voilà de notre côté c'est peut-être que ça, mais c'est quand même cool parce que voilà, moi je trouve ça hyper excitant de voir que si Oda arrive toujours en nous menant quelque part sans vraiment savoir où, à respecter un certain parallélisme et à respecter donc une œuvre mathématiquement parfaite de bout en bout, et c'est incroyable. One Piece reste la plus grande œuvre de tous les temps. Et voilà pour El Famoso chapitre 934 de One Piece. Pas de chapitre la semaine prochaine. El Famoso tristesse, El Famoso pause, mais El Famoso repos pour Eiichiro Oda. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. On rappelle que dans la description vous trouverez le lien pour la Made in Asia et les 1000 € de figurines, l'événement du Turfu qui arrive très bientôt à Bruxelles. Et quant à nous on se dit à très bientôt au Mont Corvo pour de prochaines vidéos. C'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.